Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Rebond, l'émission que nous construisons en partenariat avec Cegid, avec l'éditeur de logiciels Cegid, et évidemment, et là c'est André Brunetière, le patron de l'innovation et de la technologie de Cegid qui va nous accompagner. Et évidemment, on s'intéresse à la façon dont la technologie transforme aujourd'hui les business, et particulièrement, André, un tout petit mot, juste avant de rentrer dans le dur, c'est la data qui vous intéresse aujourd'hui. Ça fait 15 ans que j'entends que c'est le pétrole du 21e siècle, André, cette data. Je pense oui, mais je ne vais pas revenir sur ce lieu commun, mais sur le fait que... il y a eu une longue époque où, en fait, on attendait de la personne devant l'écran qu'elle apporte la donnée. Maintenant, on n'a plus besoin d'elle. Et maintenant, c'est plutôt le système qui va apporter à l'utilisateur de la donnée. C'est-à-dire, on est passé du saisisseur au clavier à quelqu'un qui est là pour prendre de l'information. Et donc, ça change tout, et c'est ça qu'on veut construire. Et c'est ce qu'on va voir pendant une demi-heure. Et donc, première partie, on va discuter alors sur deux segments qui sont les deux segments phares de notre économie. D'un côté, le retail et de l'autre, l'industrie. Alors, l'industrie particulièrement, avec Laurent Laporte qui va nous accompagner. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane. Vous êtes le patron, fondateur d'une boîte qui, alors c'est plus une start-up maintenant, une scale-up. Une scale-up, et fast, you are scaling fast. Ça grossit beaucoup. Ça dépend des régions, mais sur une année comme 2020, on est positif en France, plus 65% aux États-Unis, qui va devenir le premier pays pour BrainCube, 25% au Brésil. Vous voyez, il y a des grosses croissances quand même malgré les circonstances. Aux États-Unis, oui. Vous êtes en train de donner des leçons de data aux Américains Exactement. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont positionnés sur l'IoT industriel. Et on est très bien placé là-bas, oui. Alors racontez-moi juste un mot, justement, l'IoT industriel. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que fait BrainCube? Ce qu'on fait, c'est qu'on va apporter en fait aux gens des entreprises, les managers, les opérateurs, le staff technique, on va leur apporter des applications qui vont être embarquées sur une plateforme IoT dédiée et qui vont leur permettre d'utiliser en fait la donnée comme nous on le fait tous les jours avec nos smartphones. C'est-à-dire que les applications... Vous rendez les machines intelligentes, mais on peut dire, avant ça, Laurent, oui, mais ça commence par les machines. C'est d'abord des capteurs sur les machines. Alors les machines sont très numériques dans l'industrie. C'est un terrain de jeu qui est déjà très préparé, et qui a bien évolué ces dernières années. Collecter aujourd'hui, c'est créer du réseau, quelques protocoles, récupérer de la data. Parfois, il faut rajouter un peu d'instrumentation, mais souvent, c'est déjà pas mal. Et donc, c'est comment utiliser ça. Le challenge, il est vraiment là aujourd'hui, et c'est ce qu'on apporte depuis 15 ans. Et sur le processus de production, vraiment, c'est ça qui vous intéresse? Oui, c'est la maîtrise du processus. Comment fabriquer mieux, la recette, comment s'adapter aux conditions qui changent en permanence, quand la météo change un petit peu, quand la matière première change un petit peu, quand les conditions de la machine changent un petit peu, en fait, il faut régler. C'est comme conduire un véhicule. Et en fait, on donne ça à des opérateurs et on vient les aider, les assister, les augmenter. Ça veut dire que c'est la machine qui émet de l'information, mais qui reçoit aussi de l'information? Exactement. La machine reçoit de l'information. Dans un premier temps, elle l'a reçue beaucoup à travers les hommes, puisqu'on donnait des instructions aux hommes. Et de plus en plus, on automatise cette boucle, c'est-à-dire que l'IA va envoyer de l'information aux machines et les machines vont s'adapter. Donc on est dans la prise de décision d'abord pour aider les hommes et ensuite quand ça va trop vite ou que c'est trop complexe, il y a trop de paramètres, on envoie ça directement au système d'automation. Qu'est-ce qui au cœur de BrainCube fait que vous donnez des leçons aux Américains? C'est quoi le winning touch? Les Américains sont très intéressés par le B2C. C'est des marchés très rapides, très gros, ainsi de suite. Le B2B est dans un monde très expert comme l'industrie. Ça fait peur. Nous, on est des industriels, ingénieurs arts et métiers, centraliens et ainsi de suite. Nous, on adore aller dans l'industrie. Et donc, on va se confronter à des gens qui sont très experts, très sachants de leur domaine, et on va essayer de leur apporter quelque chose qui dépasse nettement leurs compétences, qui leur permet de grandir. Et je pense que les Américains, ça, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Ça va pas assez vite. Il y a une étape de transformation des données brutes pour les contextualiser, pour qu'elles soient capables de répondre, qui est très experte, qu'on fait nous maintenant aujourd'hui avec des outils visuels. On va cliquer, on va créer des modèles rapidement. Mais vous voyez, ça c'est quelque chose qui, je pense, fait un petit peu peur aux gens. Et ce qu'on voit arriver sur le marché, c'est des gens qui s'arrêtent à l'infrastructure. Je collecte des données, je les mets à disposition, débrouillez-vous. Nous, on veut vraiment apporter la valeur par des applications. Et alors, à ce moment-là, vous avez raison, je vais aller sur un terrain industriel. Mais enfin, je ne sais pas, les Japonais qui doivent être, alors pour le coup, friands de ce genre de trucs, ils n'ont pas, eux, des systèmes qui sont comparables aux vôtres et des entreprises qui sont comparables à la vôtre? Alors, les Japonais, on les connaît un peu, puisque quand on a démarré BrainCube, Gartner dit que nous, qu'on est la première société à avoir osé mettre des données dans une plateforme hors site, des données de machines. Et il y a Hitachi qui a fait à peu près la même chose au même moment, et qui a une solution qui est aussi une bonne solution, qu'on connaît peu parce qu'on la voit peu en Europe ou aux États-Unis, et qui a beaucoup été déployée dans leur propre groupe. Mais les Japonais sont partis assez tôt aussi là-dessus.
André, juste un mot sur Je pense que ces enjeux industriels là, passionnants. moi, la chose qui me fascine, et on parlera tout à l'heure parce qu'on vit à peu près la même chose, c'est que la quantité de données accessibles s'est fortement multipliée. C'est-à-dire qu'avant, il y a une machine et la donnée, c'est la machine, elle marche ou elle ne marche pas. Maintenant, c'est ce petit bout-là de la machine, il est en train de vibrer ou il a une température un peu plus élevée que prévu, etc. Et ces petits bouts-là de la machine, il y en a 2500 sur une machine. Et donc, la richesse de l'information qui est accessible, et donc la complexité pour en tirer quelque chose d'intelligible, se sont beaucoup augmentées. Mais c'est vrai que quand on arrive à résoudre ça, c'est magique, quoi. On collecte plus par jour ce qu'on a collecté la première année de BrainCube. Wow. Ah ben ça m'étonne pas. La Ça m'étonne pas. Et pas parce que tu as gagné des centaines de clients. Non, on a grandi en client. Oui, tu as grandi en client. Aujourd'hui, mais oui, effectivement. Hexadéluge, disait l'ancien patron d'Orange. Voilà, nous vivons un hexadéluge, un déluge de données. Le coût de la collecte et le coût du stockage a profondément chuté. Aujourd'hui, les machines sont standardisées en termes de protocole de collecte. On leur parle très facilement. Le coût du stockage qui nous oblige à faire des choix sur ce que je voulais garder et de la fréquence aussi. Est-ce que j'en prends une donnée par heure ou est-ce que je prends une donnée par minute ou une donnée par seconde? Ça change très rapidement l'équation. Tout ça, ça s'est écroulé complètement. Aujourd'hui, c'est plus le challenge de stocker. Le challenge, il est d'utiliser ce stockage massif. Et le savoir-faire, il est là. Transformer de la donnée brute en information qui est capable de répondre. Et ça, on peut le donner à des data scientists qui vont travailler dessus et faire des choses exceptionnelles. Mais quand il existe des applications qui sont là pour le faire, c'est comme nous tous les jours, quand on utilise aujourd'hui un GPS, on ne se rend pas compte de la complexité des données satellites qui arrivent, des prédictions. Et c'est notre ambition. C'est-à-dire, la transformation doit se passer par l'arrivée d'applications qui sont facilement assimilables par les gens qui sont déjà présents sur les sites. Alors, André, c'est ça le sujet. C'est-à-dire, c'est exactement comme vient de le dire Laurent, la donnée maintenant accessible à l'ensemble de l'entreprise, à l'ensemble de l'organisation et à l'ensemble de ceux qui vont pouvoir s'en servir pour en faire du business. C'est ça, mais avec cette complexité, c'est qu'on veut apporter... Enfin, il y a plein de données et il y a plein de monde, et le circuit direct, ça donne des choses totalement illisibles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de transformations des plein de données pour que ça veuille dire quelque chose, et ensuite tous les mécanismes de redistribution par rapport au contexte métier des uns et des autres qui font que je peux faire quelque chose de ce qui m'est remonté. Soit ça m'interpelle, ça m'alerte, ça ne devrait pas être la valeur qui est. Et puis deuxième étape, c'est maintenant que je suis interpellé, c'est je peux comprendre. C'est-à-dire je peux aller me promener dans la donnée pour savoir ce qui ne va pas et là où je dois agir. Parce qu'une machine ne marche pas dans le contexte industriel. Oui, alors il y a la maintenance, mais il n'y a pas que la maintenance. Parce qu'un business va mal, voilà. Je suis un contrôleur de gestion dans une grosse boîte qui analyse l'ensemble de son activité. Mais donc c'est ce mécanisme-là de... Je collecte, je rends intelligible, je redistribue en fonction des contextes et je donne des moyens d'agir. C'est un peu, je dirais que c'est le cahier des charges des nouveaux produits de gestion, c'est ça, plus que savoir faire des transactions, des ERP, etc. C'est ça. C'est votre job, là, à vous maintenant. C'est notre futur job. On commence à... Voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors qu'avant, c'était construire le réceptacle qui va permettre de décrire le modèle de l'entreprise, en transaction, en modèle de saisie, etc., pour que derrière, on sache faire de la finance, de la comptabilité, de la paye, des factures, etc. Ça, maintenant, c'est acquis. Il y a 30 ans d'expérience là-dessus. On a appris du machine learning à faire beaucoup de choses à la place de l'homme. Donc ça tourne. Et maintenant, on va se servir des systèmes pour autre chose. Bon, alors, on va aller... On va aller en direct des entreprises et puis ensuite on se posera la question des conséquences de tout ça et comment, à mon avis, ça transforme complètement toutes les chaînes hiérarchiques notamment. Mais d'abord, on va donc en direct avec les entreprises. André, ce sont les quelques questions. Alors évidemment, il y en a beaucoup, donc on prend les plus emblématiques qui vous remontent. Alors, effectivement, donc, nous, on a une grosse activité dans le retail. Effectivement, on a une question qui revient beaucoup, c'est effectivement ce constat de la multiplication des données dans le retail, il existe. Et la question, notamment en tête d'un réseau de magasins, c'est OK, mais comment je distribue de l'info pertinente à mes magasins? Voilà. Et c'est vrai que c'est une vraie question pour nous, parce que là aussi, on n'imagine pas le nombre de données qu'il y a. On se dit, bon, bah, d'accord, il y a les tickets, il y a les stocks, etc. Mais non, il y a les mouvements de population à l'intérieur de mon magasin, il y a combien de temps on s'arrête devant tel article ou tel article. Maintenant, il y a plein de choses qui sont captées. Et il faut que tout ça, ça arrive sur la tablette du vendeur. Et il faut que tout ça, non seulement que ça arrive sur la tablette, puis qu'il se sache quoi en faire. Ben oui, bien sûr. Voilà, tout à fait. Et donc, effectivement, cette question de la redistribution intelligente de la donnée, nous, ça commence à être
une vraie réflexion, notamment pour faire... Avant, il y avait un acte magique du directeur de magasin, c'est savoir quand fallait renouveler le stock de pulvère, surtout les 44 et les 48, parce que je sens que je vais bientôt être en rupture. Maintenant, c'est clair que cette magie-là, elle fonctionne moins. Et si on peut le prédire à l'avance, c'est dire et alerter en disant là, tu vas bientôt arriver au niveau où il faut que tu renouvelles. Et d'ailleurs, j'ai renouvelé pour toi. Allez, rapidement, une autre question. Donc voilà, ça c'est un premier point. Et donc, la deuxième question, c'est comment, là c'est plus dans les directions financières, comment avec les nouvelles solutions, on va transformer la collecte de données en levier de prédictibilité de l'activité. Et là, c'est vrai que la magie de l'intelligence artificielle, c'est vous me donnez plein de choses, je vais repérer des motifs et en déduire des règles, et ensuite je vais repérer des choses qui ne sont pas dans les motifs, je vais dire là, il faut faire attention parce que ça ne respecte pas la règle. Et donc, je peux prédire qu'il ne va pas se passer ce que vous attendez. Et donc, c'est la première étape qu'on est en train de faire, c'est comment déjà on alerte les directeurs financiers sur des choses qui sont un peu hors pattern, comme on dit, pour dire là, tu dois agir parce que tu n'es plus dans ton modèle de prédiction. Allez, on repart. On repart. Laurent, si tout le monde a accès à la donnée opérationnelle, voilà, on va dire ça comme ça, grâce à vous, grâce à Cegid, grâce à Braincube, est-ce que ça ne modifie pas de fond en comble l'ensemble des chaînes hiérarchiques et l'ensemble de l'organisation de l'entreprise? Alors, dans l'industrie, ça modifie déjà l'expertise. C'est-à-dire, vous avez des jeunes ingénieurs qui arrivent à 22, 23, 24 ans, qui vont être très, très facilement agiles sur ces types d'outils. Ils sont nés avec le numérique et qui vont très rapidement challenger en fait, des experts qui ont 30 ans d'expérience. Donc ça peut créer des tensions. Ah ouais. Après, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens ont vu arriver cette donnée, ont peut-être été un petit peu, au départ, un petit peu négatifs par rapport à ça, en se demandant si ça n'allait pas les remettre en cause. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en définitive, c'est comme un microscope. Ça permet de voir plus petit, ça permet de voir mieux, ça permet d'aller beaucoup plus loin, ça permet de gratter. Et donc, ça a créé forcément une organisation un peu différente. La data est devenue, en fait, l'outil principal pour prendre de la décision. Et ça a modifié les structures hiérarchiques établies, en fait, par le savoir dans les usines. Ça, c'est sûr, oui. Et ça ira d'ailleurs dans le sens de ce qui est un des grands combats de Cegid, enfin combat, un des grands éléments que vous voulez populariser qui est le cloud. Je sais que, parce qu'on avait discuté de ça, peut-être même ensemble, il y a quelques années, les industriels étaient très réticents en fait à laisser sortir la donnée. Tant qu'elle était au pied de la machine, ça allait bien. L'envoyer dans le cloud, etc. et tout, c'était quelque chose qu'ils avaient du mal à admettre. Est-ce que ça, c'est en train de se transformer aujourd'hui ? Oui, c'était le cas. Il y avait des vraies questions sur la sécurité, la cybersécurité. Ce qui se passe, c'est que les industriels ont compris qu'il y a deux usages de la donnée. Il y a l'usage en flux. Dès que vous la collectez, il faut en faire quelque chose. Il faut faire une alerte, il faut faire une prédiction. Donc cet usage en flux peut rester dans l'industrie, dans l'usine. C'est ce qu'on appelle le edge computing. Puis après, quand on veut apprendre, créer des modèles, sortir des règles, voilà. Là, on a besoin de mémoire. Et donc, on a besoin du big data. Et le big data, on le fait sur des architectures en cloud. Alors, ça peut être aujourd'hui sur des machines qu'on installe où on veut, mais il y a peu de gens qui investissent sur ces machines. Ils vont surtout aller mettre ça dans les clouds publics, chez les gros, ou chez des offreurs de solutions vraiment dédiés à ça, comme nous, ou comme des partenaires. Mais c'est fini, ça. Je pense que les gens ont bien compris que, de toute façon, le cloud était une architecture qui était absolument nécessaire pour faire du big data et de l'apprentissage. André ? C'est clair. Et effectivement, l'idée de savoir la traiter et de savoir la protéger, c'est devenu un vrai métier. Et quand on est industriel, on n'est pas spécialiste de la protection des données. Donc s'appuyer sur des gens qui en ont fait leur métier, les acteurs du cloud, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Je prenais assez souvent l'exemple de la banque et de l'argent. C'est-à-dire, vous refusez d'aller mettre vos données dans le cloud et évidemment, votre argent, il est sous votre matelas. Voilà, vous ne le confiez pas à la banque, surtout pas, surtout pas. Alors, sur le retail, justement, ce que tu disais, est-ce que là aussi, ça bouleverse un peu les chaînes hiérarchiques, l'organisation de l'entreprise, la prise de décision? Sur le retail, comme sur la circulation de l'information financière, j'aurais presque tendance à dire que ça l'harmonise. Pourquoi ? Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait ? Chacun récupérait des données, utilisait un outil qui s'appelle Excel, refaisait ses petits calculs et disait « je suis pas d'accord avec son calcul, moi c'est pas vrai, c'est pas ça mon chiffre d'affaires, c'est pas ça mon stock, c'est pas ça ceci, c'est pas ça cela ». Et en fait, on arrive à construire maintenant des systèmes où tout le monde accède à la même visualisation de la donnée. Et donc, ça devient un outil pour en discuter plutôt que contester le résultat produit par l'autre. Et notamment d'en trouver les chemins de cause, les chemins d'exploration pour aller voir comment régler une situation. Ça devient beaucoup plus un outil de dialogue qu'un outil d'opposition comme ça l'a été par certains moments.
C'est très... et donc à ce moment-là, tu peux avoir l'intelligence collective autour d'un chiffre qui fait consensus, autour d'une donnée qui fait consensus. Il y a le chiffre, très bien, maintenant, mais pourquoi? Est-ce qu'on peut croiser ça avec ça? Alors déjà, avant, il fallait faire une demande au service machin qui mettait 3 jours à nous fournir le truc. Là, très bien, on se promène, on fait le croisement. Ah ouais, tiens, ça, c'est pas normal. Et puis on avance. Et c'est comme ça qu'on arrive à résoudre les problèmes, en fait. Oui, vas-y. Dans l'industrie, en fait, il y a quelque chose de particulier, encore mieux que dans le retail, c'est la mise en application immédiate. Vous pouvez avoir des débats d'experts, mais en fait, quand on va tester la solution, on voit tout de suite si elle marche ou pas. Et là, ça calme tout le monde. C'est-à-dire quand ça marche, ça aligne tout le monde et on passe très rapidement à la suivante parce qu'on se dit ça c'est réglé, on a compris pourquoi on avait ces crises ou ces défauts. C'est un acquis, il faut peut-être qu'on comprenne encore un peu, mais on va passer à la suite parce qu'on cherche en fait la productivité en permanence. Ouais. Et donc ça a changé ça, je pense. Oui, la mise en application étant immédiate chez nous, c'est vraiment fantastique. Alors attends, parce qu'on va même encore plus loin, c'est-à-dire aujourd'hui, l'industrie dans son souci énorme d'essayer de produire vraiment ce qu'il faut produire, et même aujourd'hui en train de tester de plus en plus de manière virtuelle l'ensemble des éléments qui ensuite seront peut-être fabriqués, peut-être construits. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, ce qui permet d'utiliser le moins de matière possible. On crée des jumeaux digitaux de tout dans l'industrie, ce qui nous permet de ne plus arrêter les machines pour faire des essais, mais de simuler ce qui va se passer sur ces machines en dehors. Fascinant. Donc ça, c'est fascinant. Et puis, fascinant. La capacité de se connecter dans ce fameux cloud qui devient un cloud entreprise, qui est plus un cloud. Nous, on a proposé un cloud pour le manufacturing. On se connecte au cloud entreprise. On va pouvoir passer de la productivité pure d'une usine, qui sont des indicateurs pertinents, mais pas suffisants, à la rentabilité d'une société. Peut-être qu'il faut être moins productif dans l'usine en ce moment, en changeant plus souvent de série, pour gagner en rentabilité sur la chaîne logistique globale. Et ça, c'est en train d'arriver. Alors, c'est un croisement de données massif qui peut arriver du marché, des fournisseurs, des conditions économiques autour, des conditions vraiment des choses exogènes. Et puis, évidemment, il va falloir qu'on s'adapte. On se rend bien compte qu'on ne vend pas la même quantité de papier d'emballage avant ou après Noël. Et donc les usines n'ont pas le même mode de fonctionnement. D'accord, Laurent, mais alors, moi, depuis que je les fréquente maintenant, je les connais, mes patrons quand même. À mon avis, il y en a un certain nombre qui quand même, c'est-à-dire, vous débarquez, celui qui utilise l'ensemble de ces systèmes débarque devant le patron en disant « la machine dit ça », et je pense qu'il doit y avoir quand même encore pas mal de chefs d'entreprise qui... Si ça contredit le feeling qu'ils ont du business, tu vois ce que je veux dire, qui doivent avoir un peu de mal à accepter le verdict. La mise en application est vraiment facile numérique. Quand ils sont alignés, quand ils se rendent compte qu'effectivement ils comprennent. Voilà. Quand on ne comprend pas, il y en a plein d'exemples comme ça où on ne comprend pas au départ, il y a deux attitudes. Une attitude assez proactive, on essaye s'il n'y a pas de risque, et on engrange les gains tout de suite. Et on peut toujours aller expliquer. Oui, il y a une attitude, on essaye de comprendre, à expliquer, mais on perd du temps. Et souvent dans l'industrie, on est aujourd'hui très peu staffé, donc on préfère être proactif, on préfère appliquer. À partir du moment où on a fait une étude complète et qu'on a minimisé les risques, en fait, la mise en application, elle peut nous apporter que du plus. Et je pense que c'est sûr, si on arrive en disant « je vous apporte la vérité », c'est ça. C'est compliqué. Voilà. Tu le résumes très bien, André. Si on dit je vous apporte des outils qui vont vous permettre d'avoir des représentations communes, de discuter, de challenger et de trouver la bonne option, ça marche beaucoup mieux. D'ailleurs, vous arrivez à la fin, vous allez arriver à la même conclusion que moi, mais au moins, vous aurez... Alors, un mot, parce que le temps tourne très vite, on est quasiment au bout. Tu parlais de prédictif. Ça, c'est le prochain stade. Oui, il y a ça. Et je prends, là aussi, pour prendre l'exemple du retail, un grand challenge du retail, c'est je vais faire une campagne de promotion où je lance des nouveaux articles, à quel prix il faut que je les mette pour que les gens les achètent. Et donc là, c'était... etc. Donc maintenant, là aussi, on a accumulé beaucoup de données. On sait des couples entre volume, pricing, valeur de l'article, tout ça, ça commence à se construire. Et donc là, on peut arriver aussi avec pas mal de... suivant des grilles, suivant le prix que tu fixes, voilà les volumes que tu dois espérer et comment tu peux l'ajuster. Et ensuite, comment tu peux, par moment, par une campagne de promotion, accélérer tes ventes. Et le modéliser beaucoup plus qu'au feeling du directeur commercial, quoi. Donc, et ça, c'est quand même intéressant. Oui, mais le carton, le produit, j'en sais rien, moi, même la voiture qui, à un moment, paf, va rencontrer parfaitement sa demande. Ça, la machine ne pourra jamais le prévoir. Alors, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que moi, le jour où on sait modéliser le désir humain, c'est ça. J'arrête l'informatique. Modéliser le désir. Tu sais susciter le désir, voilà. Tu ne sais pas encore modéliser le désir. L'influencer, mais modéliser, non. Ouais. Laurent ?
Moi, je suis d'accord avec ça. Après, dans l'industrie, on essaie de faire toujours le même produit, le mieux possible, dans des conditions qui sont changeantes tout le temps. Ouais, donc, on est convergents. Regarde dans l'automobile, tu as des paris de style qui sont pris, par exemple. Enfin, là, la situation est compliquée. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, la façon dont PSA s'est relancé, donc Peugeot s'est relancé, tu as des paris de style qui ont été pris. À un moment, ça rencontre le public. Et on va probablement lancer moins de produits qui vont échouer. Parce que quand on voit ce qu'on lance, Voilà, en fait, c'est il y a ça. beaucoup On aura de des signaux faibles de Ouais. succès qui vont remonter plus tôt. Maintenant, c'est vrai que le truc qui explose, c'est encore un peu magique. C'est encore Mais un peu c'était magique. Pas plus mal. Mais c'est ça, vous saurez beaucoup plus vite qu'il est en train d'exploser. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Ou qu'il est en train de se planter. Et il sera très adapté peut-être à un cluster, à un groupe de personnes qu'on a ciblé. Il sera peut-être nettement le meilleur dans ce cluster-là. Il va falloir conquérir cluster par cluster. Il ne sera pas bon pour tout le monde. Les amis, c'était absolument passionnant. Et on va filer vers la dernière partie de cette émission. Et donc l'innovation, la start-up, alors pour le coup, start-up de vieux, Mathieu. mais non, mais j'aime bien. Tu sais, c'est un de mes grands combats. Mais non, mais c'est-à-dire, alors on va le dire d'un mot. Donc Mathieu Collat, qui est le fondateur de Stars Data, et c'est une première grande partie de carrière professionnelle chez Deloitte. Mathieu a bouffé de la data, à regarder ce qu'on pouvait en faire, Absolument. qui t'a amené à te dire qu'il fallait créer une boîte pour rendre ça encore plus efficace. Absolument, pas que chez Deloitte, aussi chez Capgemini. Ouais. On fait beaucoup de data. Et puis également chez Oliver Wyman, un cabinet de conseil en stratégie qui se nourrit de données externes. C'est vrai que le marché du conseil fait partie de nos premiers clients parce qu'il y a ce besoin stratégique d'accéder au plus vite à de la donnée fraîche, de qualité. Alors raconte-nous ce que fait Stars Data. Alors notre métier, c'est de disséminer de l'information de marché, des informations externes au sein des entreprises. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Il y a 20 ans, on s'appuyait sur de gros acteurs comme Bloomberg, Factiva. Je me souviens, c'est ce que j'utilisais au début de ma carrière de consultant. Et puis au fil de l'eau, vous avez plein de nouvelles catégories de données qui sont arrivées et qui sont disponibles sur le marché. Et il y a 5 ans, j'ai vu une révolution, c'est le domaine des alternatives data. Les données alternatives, elles sont utilisées dans les hedge funds et c'est ce qui a permis notamment aux hedge funds de surperformer. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée alternative ? Une donnée alternative, c'est une donnée qui ne vient pas des marchés financiers, qui ne vient pas des entreprises, c'est une donnée qui permet d'extrapoler la réalité. Donc je vais regarder sur LinkedIn les évolutions de profils qu'il y a dans telle ou telle entreprise. Ça me donne une idée de l'évolution en temps réel des emplois dans une entreprise, pareil sur Glassdoor, etc. Donc grâce à ça, j'arrive à disposer de signaux qui vont me permettre de prendre des décisions d'achat ou de vente d'actions plus vite que mes concurrents. Et ça, c'est ce qu'on appelle générer un alpha. Et c'est ce qui permet aux hedge funds, avec les données alternatives, de surperformer le marché. Donc nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de mettre à disposition des entreprises. On est sur des logiques très différentes, évidemment, d'un point de vue économique, mais l'idée est de permettre aux entreprises de profiter d'une asymétrie de marché. Une asymétrie de marché, c'est quoi ? C'est en savoir plus sur mes clients qu'eux n'en savent sur eux-mêmes, ou c'est me permet d'en savoir plus sur mes fournisseurs qui n'en savent eux-mêmes. Et donc, c'est ce qu'on aide à faire avec Stars Data. André, depuis le télégraphe, ça n'a pas changé, en fait. C'est-à-dire, celui qui a l'information le premier, Ah ben c'est sûr. C'est celui qui gagne. Il a un avantage. Mais cette idée de données alternatives, ça fait rêver. Là, je repense au retail aussi. Vas-y. Ce qu'on sait, c'est ce que les gens achètent. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'ils n'achètent pas. Mais qu'ils ont quand même regardé, notamment dans le e-commerce. Et effectivement, se dire, maintenant, je comprends pourquoi les gens ne m'ont pas acheté, plutôt que je comprends les gens qui m'ont acheté, ça ouvre plein d'horizons. Hein. Et d'ailleurs, alors ce qui permet de... Juste un mot, mais d'ailleurs, il est à New York, mais il sera avec nous. Content Square, donc, qui vient de faire une levée de fonds absolument spectaculaire, a démarré sur cette question du cheminement de ta souris, justement sur l'écran d'ordinateur, pour voir pourquoi est-ce qu'à un moment, tu cliquais pas sur le bouton « J'achète ». Voilà. Mais alors attends, parce que ces données, donc redonne-moi comment ça s'appelle, des données alternatives. À ne pas confondre avec les faits alternatifs. Non, mais c'est ça, on y va. Mais non, mais tout est alternatif. Ces données alternatives, toi, tu les collectes pas. Toi, tu recenses en fait l'ensemble des collecteurs de données. C'est ça Absolument, absolument. Donc, on a constitué une base de données qui recense aujourd'hui près de 7000 fournisseurs de données. Le gros du travail sur ce marché, c'est de mettre en relation une catégorie de données. Je vais vous parler après des données satellitaires qui font rêver tout le monde aujourd'hui, et des cas d'usage.
Dans le domaine financier, c'était assez facile. Ouais, ce que tu viens de décrire, faire ça. là, est très- Générer un alpha. C'est Ouais. un cas d'usage en tant que tel. Ça fait 5 ans qu'il y a des entreprises qui se sont spécialisées là-dessus. Maintenant, si vous prenez les données satellitaires, elles ont plein d'applications possibles et imaginables. La difficulté, elle est double. D'une, un fournisseur de données ne sait pas forcément quel est le cas d'usage qui va intéresser une entreprise. Et deux, l'entreprise, elle ne sait pas forcément que ce fournisseur de données existe ou que ce cas d'usage existe. Un exemple, alors là, on n'est pas au niveau du retail, mais au niveau de l'industrie pure et dure. Ce qui arrive souvent, c'est que vous êtes un producteur industriel, vous servez un autre client industriel, et puis tout d'un coup, le client industriel va vous dire « Écoutez, la demande a ralenti, réduisez votre production ». Qu'est-ce qu'on fait quand on est industriel ? On dit « Oui, écoutez, on va adapter notre chaîne de production ». Mais au-dessus de l'usine, il y a des satellites. Et grâce aux satellites, vous êtes capable d'observer en temps réel ce qui se passe. Et vous avez des entreprises, j'en cite une américaine, Orbital Insights. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils observent en fait tous les parcs industriels et ils vont être capables de surveiller en temps réel l'utilisation d'une usine. Et donc d'identifier si vraiment votre client a arrêté sa production et si par hasard il n'est pas en train d'engager un autre fournisseur alors que vous ne le savez pas. Et aujourd'hui, ça existe. Parce que c'est quoi ? C'est les camions qui rentrent et qui sortent ? C'est Exactement. des choses comme ça ? Exactement. L'émission, ça c'est la prochaine révolution. Aujourd'hui, Mais Stéphane, quelle histoire ! on est capable de dépasser les nuages pour voir ce qui se passe en dessous des nuages, effectivement de voir les camions et les stocks. Mais là, ce qui arrive dès l'année prochaine, c'est la capacité à voir avec du thermique ce qui se passe à l'intérieur de l'usine. J'y crois pas. T'y crois pas ? Non, j'y crois pas. Viens essayer. Mais c'est des applications militaires, ça, quasiment. Mais évidemment, Mais ça coûte une historique. fortune, Pas ça. du tout, pas du tout, Ah ouais, c'est pas ça. du tout. Non. Pour surveiller en permanence une usine, on va être sur un budget de 2 000 à 3 000 euros. Je crois que la vraie disruption, elle est là, c'est que ça coûte pas cher tout ça. À la limite, ça serait des choses pour justement l'intelligence militaire. Très bien, ça existerait, mais là, comme tout le monde peut y avoir accès, ça change tous les modèles, quoi. C'est Pour 3 000 euros, par quoi ? Par an, par mois, Pour 3 000 balles par an, je vais savoir exactement ce qui se passe dans l'usine de mon client. Absolument. Et pour être sûr qu'il n'est pas en train de travailler avec un autre fournisseur. Absolument. Sur ce cas d'usage précis, Stéphane. Des cas d'usage comme ça, il y en a Ça plein. donne le vertige, André. oui, D'accord. c'est sûr que c'est impressionnant, mais on peut imaginer des tas d'autres cas d'usage sur l'activité humaine, sur la fréquentation des salariés dans les entreprises, etc. hein. Le Big ESG. Brother n'est pas loin. Hein. Big Brother n'est pas loin. Voilà, Big exactement. Brother n'est pas loin, mais tout ça est très positif. In fine, ça vise à créer de la transparence sur les chaînes de valeur, y compris sur l'amont des chaînes de valeur. Aujourd'hui, on parle tous d'ESG. Alors, il y a des indicateurs qui remontent, mais savoir ce qui se passe en amont de ta filière, savoir si un fournisseur est en train de faire de la déforestation, ça, on est capable de le surveiller aujourd'hui avec des données satellitaires. Et donc, toi, tu rassembles tout ça et tu réconcilies le fournisseur de données qui ne sait pas trop à qui ça peut s'adresser et l'entreprise qui ne sait pas trop quelles sont les données Absolument. efficaces pour le problème qu'il a à régler. Et on fait quelque chose en plus, on essaie de maximiser aussi le retour sur investissement. Parce que, effectivement, pour une usine, on parle de 3 000 à 5 000 euros par an, allons jusque-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une dissémination des achats de données dans les entreprises. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ces cas d'usage qui font rêver tout le monde, ils se disséminent le plus vite possible au sein des entreprises. Et puis aussi, profiter de l'économie de la donnée. Si j'achète une donnée, je peux la réutiliser potentiellement. Donc nous, notre rôle, c'est d'aider une direction achat à surveiller ce qui se passe et non pas être en gendarme, mais justement avoir cette vision un peu holistique sur les achats de données externes et faire les bons arbitrages de portefeuille. Mais c'est vrai, Un mot vraiment, André, on est au bout. Un ouais, mot. donc c'est quand tu dis que c'est une bonne nouvelle, je pense que c'est du moment où on arrive à faire basculer d'un outil de pouvoir à un outil de dialogue, là, ça devient une bonne nouvelle. Ouais, je préfère ça à la transparence, parce que la Ouais. transparence, attention, Mathieu, c'est pas très très loin de l'enfer. Les amis, c'était absolument passionnant. Merci infiniment, André Merci. Brunetière, donc Chief Innovation and Technology, Voilà. officer Parfait. pour Cegid. Et donc Mathieu Collat, Stars Data. On se retrouve bientôt, les amis.